Salut les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee and Friends, épisode 26 si je compte bien. Alors pour commencer, j'aimerais m'excuser pour l'irrégularité de mes épisodes ces derniers temps. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses, des bonnes et des mauvaises, hein. Enfin pas des mauvaises mais des tristes, on va dire ça comme ça. Vous avez tous vu l'annulation de l'Halloween, un festival que j'organisais donc avec Musicoa et qu'on a décidé d'annuler faute de prévente. Bon, c'est un constat général, mais j'ai l'impression que c'est moribond un peu pour tout le monde, en tout cas pour les petites orgas. Donc je ne sais pas quoi penser, c'est un peu trop tôt pour que je me penche sur le sujet. Ça fera peut-être l'objet d'un épisode, je sais pas encore. Bon. Sujet principal de cet épisode, c'est un épisode dédié à un bon pote à moi de Montpellier. Et cet épisode a été enregistré au mois d'août dernier, lorsque j'étais en vacances donc sur Montpellier, ville où j'ai beaucoup d'amis et beaucoup d'affinités. Donc mon invité du jour c'est Jay Pinelli, c'est un artiste confirmé, un membre influent de la scène locale montpelliéraine, mais pas que. Il a une aura qui s'étend sur la scène nationale. Vous allez voir un peu son parcours, il y a du pédigré, hein, c'est un musicien complet dont je suis très admiratif. Donc Jay et moi avons échangé à propos de son parcours, de ses influences, de son évolution en tant que musicien, ses aventures. Vous verrez, il y a pas mal de choses passionnantes. Voilà, je vous laisse donc avec cet épisode. Comme d'habitude, merci de soutenir le podcast, partager, liker, mettre une petite participation sur la cagnotte Tipeee. Et vous me direz si ça vous intéresse que je fasse un live. Je me suis dit ça il y a quelques jours. Est-ce que ça serait intéressant pour vous et pour moi? De mon côté, oui. De votre côté, je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéresserait? Mettez-moi dans les commentaires où vous voulez, hein. Que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, il y a les liens, vous savez quoi faire. Vous me dites, est-ce que vous voulez un live, qu'on discute un peu, qu'on se pose des questions en direct, qu'on élargisse un peu le cercle des amis. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Salut Jay, salut Rachid. Bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Alors là, on est à Montpellier, il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances et c'est l'occasion de discuter un petit peu tous les deux parce qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de parler un petit peu de ton parcours et tout. Et puis donc je vais te laisser te présenter parce que bon, je pense qu'il y a des gens qui te connaissent déjà parmi les fidèles auditeurs du podcast, mais je te laisse te présenter, ce sera plus cool et comme ça on va savoir un peu qui tu es. Ok, écoute, donc je suis DJ, je fais de la musique depuis quasiment 30 ans maintenant. Actuellement, je joue dans Mudvisor depuis 15 ans, dans Verdun depuis quasi 10 ans. À côté, j'ai un projet personnel, on dirait de post-rock en gros, qui s'appelle Crow, avec qui je n'ai pas sorti grand chose. J'ai sorti un petit EP en janvier. Mon premier album est prêt. C'est tout homemade, tout fait maison, à part le mix et mastering. Je suis pas calé là-dedans. Et l'album, je vais le sortir d'ici pas trop longtemps. Là, j'ai pas eu le temps. Et en gros, voilà ce que je fais depuis une quinzaine d'années, on dirait en gros. Ouais, d'accord. Bon, déjà, super carte de visite avec les deux premiers groupes que tu as cités, mais je pense que t'as pas commencé directement chez Mudvisor et compagnie. Donc, non. Au début, comme tout le monde, je démarrais. En fait, j'ai grandi en Corse. Donc, j'ai démarré avec des groupes de potes, comme tout le monde, hein, du lycée. Tout ça. J'ai quitté la Corse en 99. Je suis arrivé à Montpellier. Et au bout de 2 mois, je suis rentré dans ILS, qui venait de se former. Et donc, début 2000, on a sorti notre premier EP. Et on est notre petite histoire, on dira. Oui, Riles, c'est un groupe qui avait pignon sur rue. Hein. C'est quand même un groupe qui a compté pour la scène hardcore metal en France, surtout pour le Sud. Moi, j'en ai pas mal entendu parler en étant à Paris. Hein, et puis,
voyais un petit peu évoluer le groupe, grossir et tout. Donc c'est pas un petit groupe de répète dans le garage, quoi. Ah oui, non, non, là pour le coup, justement, mon arrivée, comme on dit, en Corse sur le continent, ça a été assez rapide. On dira, moi je savais pas trop qui jouait forcément, Ouais. j'arrivais un peu tout seul et ça s'est fait ouais, au bout de 2-3 mois. J'ai rencontré ces gars, du coup le Fred et Ben qui joue dans une cut avant et donc Saïd aussi qui venait d'arriver dans le groupe 2 mois avant moi et donc on est parti de là et on a fait notre premier EP au bout de 4 mois, le deuxième au bout d'1 an. Enfin on avait vraiment les crocs. Et moi, c'est mon premier, on dira, vrai projet, en Ouais. gros, vraiment sérieux. Saïd qui joue encore avec toi dans Mudvisor maintenant. Ouais, c'est qui joue mon advisor depuis 15 ans aussi, en fait. Du coup, à Elias, nous, on a fait, comme je te dis, ces 2 EP ensemble avec Saïd, plus le premier album, What Was the Unknown, qu'on a enregistré à Paris. Mhm. Et Vous l'avez enregistré chez qui? alors, je me souviens plus du nom du gars, je t'avoue. Après, c'était un mec qui, à la base, faisait beaucoup de variétoches. D'accord. Ok. Je sais pas, il avait enregistré du Florent Pagny, D'accord. rien à Ouais. voir, mais un monsieur comme réputé dans le milieu, enfin, dans le milieu musical, on dira. Ouais. Et en fait, c'est une boîte de prod qui avait signé l'album et qui, du coup, nous avait emmené dans ce studio-là. D'accord. Bon, au final, le son, même 20 ans après, je suis toujours pas content. D'accord. Bon, C'est ça arrive souvent. malgré les compos qui valaient le coup. Et en fait, Céline a quitté le groupe, je pense, 1 an et demi après, pendant l'écriture du deuxième album. Ouais. Et moi, j'ai arrêté quelques mois plus tard, en fait. J'avais Mhm. un projet musical, on dira, en Corse, Mhm. avec des anciens amis. On avait un projet. Du coup, j'ai quitté le groupe juste avant la sortie du deuxième album. On va revenir sur ce fameux projet Oui. parce que je pense qu'il y a une belle histoire à raconter. Mais pour en revenir un petit peu à LS, vu qu'on en parle, c'était du hardcore metal ou plus du hardcore classique? Ben, c'était à la base, c'était vraiment on dirait du hardcore metal. Vu que si tu dis hardcore metal, metal hardcore, pour les gens, c'est pas la même chose. Oui. Moi, je suis un peu perdu dans tous ces termes de. Ah, disons que pour moi, quand tu dis metal hardcore ou hardcore metal, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour moi, je le vois plus comme un groupe de hardcore avec des riffs metal. Oui, mais moi aussi, justement. Et je veux pas dire metalcore parce que ça, c'est encore une autre coloration voilà, ça, spéciale et oui, c'est une oui. autre scène. Mais Ben, nous, à l'origine, on dira que c'était. Je peux pas te parler d'influence parce on est vraiment un peu tous différents. Pour le coup, ben, Fred et Ben, du coup, le chanteur et batteur, eux venaient vraiment de la scène hardcore. Et ils avaient déjà une cut, du coup. Et Saïd et moi, on était vraiment plus tout ce qui est même power metal, tu vois. On est vraiment de tout ce qui était Pantera, Machine Head, Sepultura. Mais forcément, on écoutait aussi beaucoup de death, de black. Et en fait, c'est tout ce mélange-là qui fait que moi, j'avais pas trop donné de nom à ça, surtout que nous, on avait une manière de composer, on faisait pas de couplet-refrain. ouais. On avait décidé de faire en fait des morceaux comme des films, ça a évolué tout le long. Comme du prog finalement. Comme du prog, oui. Mais après, jouer à Mais jouer à la hardcore, donc Ouais. c'est quand même assez simple musicalement. Mais on voulait que le morceau évolue avec les paroles D'accord. et que ce soit une montée en puissance tout le long. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça parlait aux gens au début. C'est ce petit côté original au final qui moi me plaisait beaucoup aussi. Et ensuite est arrivé, on a évolué forcément, hein, au bout de 2-3 ans. Hall est arrivé dans le groupe. Et Hall est un guitariste très technique. D'accord. Pour moi, c'est même un guitar héros, on dira. Il a vraiment un gros niveau, un gros bagage, et lui vient du heavy. Et donc, il y a eu ce mélange qui s'est produit, du coup, qui arrivait en même temps que cette vague de Kiss With Gage, de tout ça. Ouais. Moi, j'ai toujours été grand fan d'In Flames, de l'époque avant Colony. Oui. Et On se comprend. oui. Et donc voilà, ça c'était super intéressant. Et c'est vrai que moi, après le premier album, le deuxième est parti un peu trop dans cet esprit-là, mais vraiment plus à la blast mode heavy américaine, plus que ce death mélodique que moi j'apprécie vraiment beaucoup. D'accord. Et du coup, un peu trop américain dans ce style-là pour moi. Avec des vocaux clairs. Il y a des vocaux clairs ça ne me dérange pas à la base. Oui. Au début, on faisait beaucoup. Il y avait quand même quelques passages de chant clair dans LS. Mais c'était vraiment plus du côté hardcore, comme on disait, dans la Vision Disorder.
Oui, je vois très bien. Tu vois, Ouais. non, Imprint. voilà, Imprint. totalement, la imprint. Et non, après, c'est juste que moi, ça me touchait moins au final, tu vois. Quand moi, j'aimais le côté heavy de Deep Flames de l'époque. Oui. Et ce côté, que ce soit ça, avec un côté très tactique derrière, ça me touche moins. Donc, Saïd est parti quelques mois avant moi. Moi, j'ai suivi un peu derrière. Et eux ont continué. Ils ont très bien marché encore hein, pendant. Je crois qu'il y a eu 2 albums derrière. Oui. Et ils ont arrêté il y a 12-13 ans Tiens, maintenant. tu parlais de Machinette, je crois qu'ils ont mixé ou masterisé chez Logan Mader, non? Ça me dit quelque chose, ça. Non, alors, eux, ils ont enregistré chez. Alors, j'ai plus le nom du gars. C'est le mec qui avait enregistré à l'époque le God Forbid. Ok. Toute cette clique-là. Tumatsen. Alors, Thomasen, c'est le danois. Non, alors, je pense. Ah, c'est pas Zeus ou un truc comme ça? J'ai plus son nom. Je sais que Hall, justement, est toujours en contact avec ce gars-là. Ok. Ils s'écrivent souvent pour parler de musique, de ce qui sort. Moi, j'ai pas connu du coup cette personne, mais. Ouais. Mais donc oui, enfin, ils ont une belle carrière, ça s'est arrêté, on se parle tous encore, il y a pas de, j'ai jamais eu d'embrouille ni rien. Mais Hall a remplacé Saïd de Budweiser pendant 7-8 ans, Ok, donc a c'est fait l'intérim pendant la que petite Saïd est famille, parti, quoi. aux États-Unis. Donc oui, bah, de toute façon, c'est toujours un peu pas les mêmes personnes, mais quand tu connais les gens, tu as plus d'affinité à jouer que certaines personnes que d'autres. Oui. Et du coup, Hall, c'est partie de la famille, donc forcément, dans Budweiser, quand Saïd est parti, c'était une évidence que Hall prenne sa place. D'accord. Le temps qu'il s'exile en Californie. Et qui rencontre pas mal de monde, lui aussi, de son côté, là-bas. Il a rencontré pas mal de monde, il a pas beaucoup joué au final, mais oui, il a rencontré pas mal de monde. Scott River, du coup, l'ancien bassiste de Caius. Oui, et t'es obsessed aussi. Oui, oui, et je sais je crois qu'il a pas mal jamais avec lui, pareil, ils sont toujours en contact. Mais il a vu beaucoup de concerts. Mais après, voilà, pour jouer, je sais que c'est pas évident là-bas pour répéter. Ah oui. Je pense que déjà Los Angeles, c'est très grand, et je pense que les gens n'ont pas forcément le temps. Et je sais pas trop, mais je sais que c'était compliqué pour lui à ce niveau-là. Ok. Tout son retour en France et donc chez Budweiser. Eh ben, on va parler de Budweiser, du coup. Comment ça s'est formé? Et puis, vous avez une star, entre guillemets, au chant. Enfin, une personne qui était déjà établie dans le milieu avant le lancement du groupe. Oui, donc, on a le grand Renaud de Le Foufora. En fait, ça s'est fait. Renaud, on l'a rencontré donc à l'époque d'Ailes avec Saïd, donc en 2001 pour le deuxième EP. Et Renaud habitait à Montpellier, et donc je l'ai croisé dans la rue et on a sympathisé. Il est venu nous voir répéter, et au final, il a fait un morceau avec nous sur le premier EP et sur l'album. Tu parles d'Ailes. D'Ailes, oui, toujours d'Ailes, ouais. Okay. C'est à l'époque d'Ailes avec Saïd. Ok, très bien. Et donc, on a même tourné avec le Fou, avec Ailes. Et c'est en fait Renaud qui m'a fait découvrir le stoner à moi. D'accord. En 2001, ouais, il m'a fait découvrir Caius, Fu Manchu. Moi, arrivant de Corse, on n'avait pas accès à ça. On va y revenir, Voilà, ça c'est important. T'as connu ça avec Alger. Oui. Et donc, on n'avait pas Internet à l'époque, il y avait très peu de magazines. Donc, moi, j'ai découvert le stoner en arrivant à Montpellier, et même l'hardcore, on dira. Je connaissais vite Madball en regardant les émissions sur M6 ce jeudi soir, tu vois, mais j'ai jamais eu le temps de vraiment creuser là-dedans. Et donc, Renaud me fait découvrir le stoner, et donc, en fait, quand Saïd a arrêté à Ailes, il a eu ce projet de faire un truc plus cool, donc faire du stoner. Il a donc contacté Renaud, et les deux se sont mis à travailler ensemble, et donc à former Budweiser. Et moi, je suis arrivé 3 ans après. Ils avaient quasiment fini d'écrire le premier album, et quand je suis revenu sur Montpellier, le bassiste a arrêté le jour même. C'est ça qui est drôle. Ouais. Le jour même, il avait arrêté le groupe. Il s'appelle Steph, c'est un tatoueur que tu connais d'ailleurs. Et le jour où je passais aller le voir à son tatou, il m'annonce qu'il quitte le groupe et que c'est moi qui le remplace. Très bien. Et moi, je lui dis oui, mais il dit non, il n'y a pas de nom. C'est toi. Il dit c'est toi, c'est comme ça. Parce que excuse-moi, je reviens un peu sur Ailes. Tu étais à la gratte ou à la basse dans Ailes? J'étais à la basse, comme dans Budweiser. Ok, ouais. Très bien. Il y avait à la base, on était un quatuor, donc il y avait Saïd à la guitare, moi à la basse. Ensuite, Hall est arrivé du coup avec Saïd aux guitares, et donc voilà, après l'histoire, nous on est partis, et Hall s'est trouvé avec un autre guitariste. Ailes a continué sa vie. Très bien.
Et donc là, on revient sur Mudvisor. J'espère que vous suivez toujours. Ah, il y a des choses croisées. Ah ouais, il y a le chassé-croisé, là, c'est bon. Donc, Ailes, tu remplaces Steph. Tout à fait. Et du coup, tu intègres Mudvisor. C'était quoi les ambitions du groupe au départ? Juste faire de la musique à la cool, ou bien il y avait un petit programme pour travailler la renommée du groupe? Ça s'est fait comme tout groupe de rock, je dirais. Moi, je suis arrivé, il rentrait en studio, je pense, 3 mois après. D'accord. Donc, j'ai appris les morceaux dans un temps imparti Assez assez court. court. Mais et après, en fait, on a jamais vraiment réfléchi, tu vois. C'est en fait, on se régale à jouer ensemble depuis le début. Et donc, on se pose pas de questions, en fait. On fait du rock, on compose, on sort des albums, on joue dès qu'on peut jouer. Et il n'y a pas de, comme tu vois, il y a pas de plan établi. Mhm. C'est les plans qu'on a, c'est juste essayer de trouver le plus de dates possible Ouais, ça se et comprend. de faire le plus de musique possible ensemble, en fait. Ouais, j'imagine que dès le départ, c'était plus ou moins vu que Renaud, il allait avoir l'OFO comme groupe principal. Oui, ça C'est forcément. son métier entre guillemets. Et nous, à l'époque, on avait des boulots aussi Oui. classiques, donc mais on trouvait toujours le temps pour Très bien. faire des tournées, pour tourner nos 3-4 semaines par an, tu vois, au final. Oui. Donc ça prenait toutes les Parfait. vacances à l'époque. Ouais. Mais oui, on y arrivait, tu vois, et en fait, on se posait vraiment pas de questions. Et dès qu'on avait du temps, on composait. Quand on avait du temps, il descendait à Montpellier pour faire des répètes avec nous, pour poser du chant sur les compos qu'on avait. Et après, pareil, dès qu'on avait le temps, on rentrait en studio et on faisait ça, quoi. Tu vois, c'était vraiment dans l'esprit rock'n'roll de. D'accord. Et le fait que ça chante en anglais, c'est un choix de Renaud? Vous lui avez imposé ou ça s'est fait tout seul? On lui a même pas posé la question. En fait, c'est lui qui a voulu faire ça de cette manière, en fait. Ok. Il a, pour le coup, il a voulu chanter en anglais parce que ça lui parle plus dans ce style de musique-là. Mm-hmm. Et pareil, au niveau des textes, c'est totalement différent. Là, il parle vraiment de. Il s'inspire beaucoup de films, de bouquins, ça peut être des films de western, de science-fiction, des polars. Et en fait, ça va être basé sur des histoires Mm-hmm. d'une personne ou laquelle il va s'identifier. Mais donc, c'est vraiment des histoires pas banales, en fait. Contrairement à l'OFO, il va vraiment plus traiter de sujets de société. Oui, c'est plus du concret, du quotidien, quoi. Voilà, et du coup, là, je pense que vraiment, il veut faire vraiment un truc à part. Et donc. C'est bien de se réinventer comme ça. Ah oui. Et il y arrive vraiment bien, je trouve. Oui. Je vous invite d'ailleurs tous à lire les paroles, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas tout ça. Surtout dans le métal, on a tendance à pas ouvrir les livrets. De toute façon, les gens n'écoutent plus de CD, donc les livrets, ça n'existe plus. Voilà. Et c'est pour ça que moi, du coup, forcément, j'écoute des paroles, vu que je suis dedans. Bien sûr. Et oui, ce qui est impressionnant, c'est qu'il écrit aussi bien, je trouve, en anglais qu'en français. Très bien. C'est fort. Cool. Donc, Mudvisor, vous avez combien d'albums à votre actif? Alors, Mudvisor, on a 4 albums et il y a un EP 4 titres. D'accord. Vous avez déjà fait des splits avec d'autres groupes? Non, on avait parlé pas mal à l'occasion avec les Seven Weeks à l'époque, même les Alderberries. Mais en fait, ça ne s'est jamais fait. C'est toujours problème de date. Mm-hmm. Parce que ça se fait beaucoup dans la scène stoner. Ça se fait énormément. Les splits vinyles. Énormément. Après, il y a aussi le manque de temps. Souvent, quand tu es en studio, tu n'as pas forcément l'argent pour rester plus de jours, pour enregistrer plus de morceaux. Mais c'est un de nos objectifs, on dira, pour le prochain, d'enregistrer plus de morceaux que prévu. Ok. Et pour justement pouvoir faire des splits avec d'autres groupes. Ok. C'est ça nous tient à cœur depuis très longtemps, on n'a pas pu le faire, mais c'est prévu. Ouais. Ok, très bien. Maintenant, on va aborder. Avant de passer à Verdun, on va parler un petit peu de ta jeunesse en Corse. Comment tu as commencé à écouter la musique, à jouer de la musique, et comment ça se passait pour vous? Parce que je suis sûr qu'il va y avoir plein de parallèles avec mon expérience personnelle, dans le sens où se procurer de la musique, ça devait pas être facile, se procurer des instruments, ça devait pas être facile. Donc, tu nous parles un petit peu de cette époque-là de ta vie, quoi. Oui, c'est un peu similaire. Après, je pense que c'est un peu moins
c'était un peu plus facile pour nous quand même que. On se connaît un petit peu tous les deux, pour les auditeurs qui se posent pas de questions. Mais oui, mais du coup, moi j'écoute de la musique depuis petit, forcément. J'ai un grand frère qui a écouté ce qui passait à la radio aux années 80, en fait. Tu vois, moi je suis né en 79, il est en 76, donc j'ai écouté les U2, les côtés Europe. Mm-hmm. Je suis devenu fan un peu plus tard. Et en fait, pareil, je pense qu'il y a un petit côté Madeleine de Proust, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Mais j'ai des vinyles chez moi et je trouve ça extraordinaire. Mais mon déclic, moi j'écoutais du coup un peu de tout, comme tout enfant, tu vois. Normal. Et le déclic, ça a été, je pense, comme toi, comme beaucoup de personnes de notre âge, c'était grâce à Arnold, en fait. Ouais, T2. T2, voilà, You Could Be Mine, des Guns. Ah ouais, c'est la claque. Et ça a été le top 50. Quand tu regardes cette année 91, il y a eu You Could Be Mine. Donc, si tu étais déjà fan de cinéma d'action des années 80, ben, tu vas y être confronté. Et d'un autre côté, tu as Nevermind de Nirvana qui explosait, qui était numéro 1 partout. Donc, forcément, la musique à grosse guitare, tu devais en écouter. Même si. Oui, après, je sais plus exactement les sorties, mais j'ai pas souvenir, du coup, d'avoir entendu Nirvana avant. Alors, peut-être que je faisais mais c'était la même année, quasiment, c'est la même période. Mais moi, c'est vraiment ce clip incroyable. Avec les Guns qui jouent et le Terminator qui rentre dans la salle. Ça m'a marqué, et donc 2-3 jours après, ma mère m'a acheté au supermarché les 2 cassettes Use Illusion que j'ai, on dirait vulgairement que j'ai poncé, mais poncé vraiment. Et donc je suis tombé amoureux des Guns, de Slash, du rock. Et après, en fait, c'est parti de là. Mon grand frère, du coup, je pense qu'il m'avait fait une blague, mais il m'a dit 2 mois après, mais ça, c'est pas du vrai rock. Le vrai rock, c'est un musique de méchant. Il faut que tu écoutes Iron Maiden parce qu'il y a un démon dessus. Et donc, moi, j'ai dit, ah, ok. Donc, j'étais très curieux. Et donc, forcément. Et donc les prochaines courses au supermarché, je trouve le Real Live One. Oui. Avec donc Eddie qui arrache les câbles électriques. Ouais, je vois très bien. Et là, c'est les 2e grosses claques de ma vie. Mm-hmm. Et je m'attendais à un truc du coup super méchant et bourrin. Et je tombe sur Maiden, quoi, sur la beauté, la perfection, au niveau des harmonies. Et pareil, du coup, j'ai poussé. Et pourtant, c'est pas leur meilleur. Les performances sur ce live, elles sont pas extraordinaires. Ah ouais, mais quand c'est les premiers. Mais c'est sûr. Quand c'est le premier que t'écoutes, tu vois, c'est de tomber sur Afraid to Strangers, sur tous ces morceaux. Je vais pas les citer parce qu'il y en a. Et donc, du coup, je suis rentré là-dedans et c'est l'époque où j'arrive au collège. Ouais. Et donc, forcément, encore, t'avais pas beaucoup de rockers. Mm-hmm. Faut même pas dire métalleux, de rocker. Et j'avais un copain avec qui j'étais au primaire en plus, qui je pense, comme moi, a découvert cet été-là le rock. Ouais. Et donc on s'est changé nos musiques en fait. Lui il avait trouvé au 6e, 5e, 4e, et je me souviens qu'il m'avait emmené une cassette audio des copiées de Unleashed. Ah ouais. Ça commence dans le dur là. Et là du coup, je retrouve tous ces gens-là et j'ai découvert Carcass, tous les grands, tu vois. Morbid Angel et Entombed. Et donc, en 1-2 ans, mais tu fais le tour de tout ce que peut t'offrir le métal. Oui. Et après, tu t'arrêtes plus, en fait. C'est ça, c'est une quête sans fin. Ouais, je vais dire Android, c'est ça, en fait, c'est une quête sans fin. Et vu que, comme chez vous, je pense à Alger, on n'avait pas grand-chose. On avait, je pense, 2 magasins de disques qui n'avaient même pas tellement métal, en fait. Il y avait 4-5 CD. Et donc c'était très compliqué d'avoir les albums. Ça s'est un peu arrangé, on dira fin 90 avec. Je pense que c'est vraiment l'avènement c'est même pas Korn, hein. Je pense que c'est vraiment le Slipknot et le System of a Down. D'accord. Qui a fait que il y a eu plus de choix là-bas. Après, est-ce que le vendeur de cette époque-là écoutait du métal, contrairement à 5-6 ans avant, ça je sais pas, tu vois. Mais après, on se considère plus de choix. Donc non, mais nous à l'époque c'était. Qui trouvait un CD, qui arrivait à commander un CD sur le continent, comme on disait, et les tourné à tout le monde et tout le monde copié en cassette. Le tape trading de l'époque. Et c'est ça, tu vois. Et donc, moi, là, jusqu'à mes 15 ans, j'avais quasiment que des cassettes, tu vois. Que des cassettes copiées de copains.
tu découvrais le trash, le death, le black metal. Ouais. C'est des souvenirs incroyables. Hein, la première fois que j'ai entendu Anthems d'Emperor. Mais ça a été. Alors moi, j'ai eu mal au crâne. J'ai mal au crâne aussi. Il y a eu trop de choses en même temps, trop d'informations d'un coup. Oui. C'est vrai que l'intro avec l'entrée, c'est une violence. Surtout que, je fais une petite parenthèse là-dessus, j'avais juste écouté I Am the Black Wizard de l'album d'avant. Ouais. J'avais pas écouté encore In the Nightside Eclipse. Et j'étais resté sur un black metal symphonique, mais encore sur les débuts, quoi. Oui. Et puis là, tu mets Anthems, et puis là, ah oui, tu comprends pas ce qui t'arrive. Avec Andy Ancestrum démarre, c'est assez incroyable. Donc donc voilà, donc ça a été très rapide, on dira. Et du coup, une sorte de clan s'est formé entre les gens de tous les collèges. Moi, je suis arrivé un peu plus tard que les autres. Moi, j'ai connu tous les musiciens d'Ajaccio. D'Ajaccio, j'ai dû avoir 16 ans, je pense. Et en fait, ils se connaissaient tous depuis qu'ils avaient 12-13 ans. D'accord. Ils traînaient en ville. Moi, j'habitais en dehors d'Ajaccio, enfin, en voiture. Du coup, c'était compliqué. Et j'ai commencé la guitare à 12 ans. Un an après avoir découvert les Guns. Bah oui. Mon cousin joue de la guitare, donc j'ai appris la guitare avec lui. 3 ans après, j'ai mon premier groupe à la basse. C'était un choix ou c'était imposé? Non, c'est la fameuse légende. Mon cousin, du coup, avait un groupe avec des copains à lui et il manquait forcément, comme d'habitude, une basse. Et donc, s'il n'y a pas de bassiste, il faut que le guitariste se mette à la basse. Et moi, j'avais tellement envie de découvrir le fait de jouer en groupe. J'ai dit, oui, carrément, je vais essayer la basse. Et donc, je me suis acheté une basse premier prix, Jim Harley. Ouais, je vois très bien. Ouais, c'est la marque de l'époque. Ouais. Et... C'est copie Fender, quoi. Oui, voilà. Et qui était très très bien en plus pour son petit prix. Et ça a été le coup de foudre au final. C'était le coup de foudre de dingue. Je touchais très peu la guitare au final. Et j'étais à fond sur ma basse. Et donc j'ai fait mes premiers pas, je pense en 96, 97 sur les scènes d'Ajaccio. T'as attaqué direct au Mediator ou au doigt? Au doigt. Au doigt, d'accord. J'ai la basse, j'ai très peu joué au Mediator. Très bien. Je l'ai fait pour Dynamo Advisor. Ouais. Parce que ça sonnait mieux. Mais sinon, non, en fait, j'ai jamais joué au Mediator avant. D'accord. J'ai toujours tout fait au doigt. Donc certains vont dire que t'es un vrai bassiste. Oui. et maintenant, moi, je suis vraiment un vrai bassiste vu que je joue avec les deux. Ouais. Et que j'ai perdu ce sentiment de me dire si je joue au Mediator, je suis pas un bon. Honnêtement, il y a des trucs qui sonnent mieux à la basse avec un Mediator. Totalement. Surtout si tu mets de la disto. Oui. Voilà, après, ça dépend forcément de ce que tu joues. Mais non, mais moi j'ai toujours voulu. C'était l'amour du jeu au doigt en fait, c'est d'avoir appris à jouer au doigt. C'est quand même des sensations qui sont différentes. Moi je connaissais le fait de jouer au Mediator à la guitare. Et ce jeu au doigt, des sensations spéciales. Et qui font que j'ai jamais voulu. Et puis ça te permettait vraiment de switcher d'instrument, quoi. Aussi. Après, c'est vrai que j'avais vraiment. J'ai pas lâché la guitare, mais j'ai joué très peu au final, tu vois. J'étais vraiment scotché sous ma basse, avec la belle envie de découvrir l'instrument à fond. Et non, en fait, je me suis jamais posé la question vraiment, tu vois. Et c'est pour le dernier mode où j'ai senti que. Enfin, notre ingé son, Cyril Gachet, qui a fait le dernier Verdun aussi, qui fera le prochain, qui pour moi est un très grand, qui m'a appris beaucoup de choses. Mais c'est lui qui m'a dit, mais tu joues très bien, mais là je pense qu'il faut le faire au Mediator. Il a eu peur d'heurter la fierté. Et non, moi du coup, venant de lui, je sais très bien que c'était pas. J'ai dit non, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai laissé moi juste 5 minutes, le fait de retravailler un peu chaque morceau, tu vois. Oui, bien sûr. Et on a fait tout ça c'est rentré dans 2 jours, tu vois, et ça l'a grave fait. Easy. Donc non, tu vois, j'ai une nouvelle corde à mon arc. Non, je sais que je peux dire que je joue au Mediator. Même si sur scène, je resterai quand même au doigt. Peut-être tu pourras faire les deux, ou tu sais. Ou faire les deux. Tu dois changer beaucoup le son sur ton ampli ou pas? Non, moi on fait du rock, moi je joue droit. D'accord, ok. J'ai ma disto, Ok, bon bah voilà. Ouais. Non, et donc voilà. Fais-le à la Bill Gould, ouais. Fais-le à la Bill Gould. Oui, la Bill Gould. Pareil,
Et leur influence, j'ai pas suivi dans ce style-là de jeu, mais ouais, totalement, incroyable. Quand il slappe génialement bien, et quand il joue au Mediator, c'est hyper percussif. C'est toujours avec une basse originale, incroyable. Surtout, incroyable. Je pense que t'es comme moi, quand t'écoutes le live à la Brixton Academy, t'écoutes surtout ce que fait Gould plutôt que Martin, tellement que c'est chargé niveau basse, il y a tellement de trucs qui se passent. Oui. Même si Jim Martin, c'est un dieu. Hein. Les quatre sont des dieux. C'est Faith No More. Si vous écoutez pas Faith No More, vous avez raté votre vie. Ah ouais, totalement. On y va un peu loin, mais on va un peu fort, mais totalement. Non, donc voilà, du coup, les premiers groupes à la basse, on faisait de pop rock. Et dès que j'ai pu, c'était j'ai eu deux groupes de métal là, sur Ajaccio. Et on écumait les scènes de là-bas, les petits bars de la ville. Les fêtes de la musique. Les fêtes de la musique, tu tournes très vite en rond au final. Hein. Ouais, je comprends. On a quand même pas mal joué. Au final, c'était toute cette bande-là, on était comme je pense une bonne trentaine de zikos, et avec tous les gens autour. Enfin, voilà, c'est une grande bande, je pense, de peut-être pas 100 personnes, il y avait bien 70 personnes. Mm-hmm. Et du coup, on faisait vivre la ville, on faisait résonner la ville, on dira. Très bien. Au moins week-end par mois, ça a duré 7-8 ans, tu vois. Et donc, c'est des super souvenirs, mais c'est vrai que moi, au bout d'un moment, j'avais faim, en fait. Ça me suffisait pas, ça. J'avais fait le tour et. Tu sentais que tu avais un potentiel à exploiter. Même pas ça, parce que on avait nos doyens musiciens, si tu veux, qui nous disaient que on n'est pas le niveau pour jouer comme les gens. Alors, je n'ai pas du continent, je mets les guillemets. Ça ne plaît pas tout le monde quand je dis le continent. Ouais, non mais. Mais les gens appellent ça comme ça là-bas. Et ils disaient qu'on n'avait pas le niveau, que ça jouait de ouf là-bas. Et du coup, tu avais une crainte d'aller là-bas, en fait. Qui est totalement fausse, hein, mais comme partout dans le monde. Je vais t'avouer un truc. Quand je suis venu en France, après avoir fait de la musique pendant 6-7 ans, je pensais pas avoir le niveau pareil. Tu te dis, peut-être parce que tu penses que le fait que tu aies moins de moyens et moins de matos de qualité, on va dire, tu te dis que peut-être tu n'as pas évolué comme quelqu'un qui a eu peut-être accès à plus de choses. Mais je vais pas dire que le niveau, on avait un super niveau, mais par contre, ce qu'on n'avait pas en moyen, on l'a compensé en envie et en niaque, quoi. C'est ça, c'est que du coup, moi, arrivé ici, j'ai pas eu cette, je vais pas dire que j'étais très fort au-dessus des autres, enfin, loin de là, tu vois. Oui, bien sûr. J'étais pas du tout la ramasse. Et du coup, le groupe dans lequel j'ai joué ici en arrivant, parce que j'ai pas mal de groupes en arrivant ici, j'avais tellement faim que je prenais, je prenais tout. Dès que j'avais une annonce, je prenais une annonce, je fonçais dedans, et je me rendais compte qu'en fait, non, il y avait ces petites légendes créées. Oui, alors. Que moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi est-ce que là-bas, il serait meilleur? Nous, on joue. Donc, chez moi, je joue tous les jours, tu vois, c'était un entraînement quotidien, mais en jouant comme toi, comme tout le monde, en jouant sur les CD. Oui, tu joues à la base, un peu comme la Faith No More, mais j'ai travaillé autant les Red Hot, j'avais travaillé du Pantera, j'avais travaillé du Metallica. Je voulais être le meilleur possible de moi-même dans tous les domaines, en slapant aussi, en faisant du trash, du death. Et donc non, c'est juste une petite légende, mais moi c'est surtout là, j'ai envie de découvrir d'autres choses et surtout de faire de la musique et faire des tournées, ce qui n'est pas possible là-bas. Parce que les gens n'avaient pas la force, je sais pas si c'est la force ou le courage. Peut-être pas. Je sais pas. Peut-être pas la culture d'aller faire une tournée, quoi. Ouais, non, mais t'as aussi la difficulté d'être sur une île. T'es isolé. Donc, pour tourner, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut prendre déjà le bateau avec le matos. Et même pour les contacts, c'est moins. À l'époque, c'était moins évident. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a Internet. Ça pourrait être plus facile, mais à l'époque, c'était vraiment compliqué Et moi, j'avais ce rêve-là d'être une grande ville. Ça aussi, tu vois, Ajaccio, c'est très petit. Autant l'été, on avait la plage, tout ça. On faisait les fêtes sous la plage. L'hiver, c'était très compliqué. Donc non, moi, c'est vraiment une envie de bouger, de découvrir autre chose, de voir plus de concerts aussi. Comme vous, je pense qu'on n'a pas vu. Moi, j'avais rien vu, tu vois. À part avant mes 18 ans, de pouvoir prendre l'avion et d'aller voir justement Maiden à Nice, en 98.
Tu vois, moi, j'ai vu Maiden pour la première fois en 2003 quand je suis arrivé. Je suis arrivé en septembre 2003, en novembre ou octobre. Octobre, j'étais à Bercy pour voir Maiden, quoi. Mais ouais. Moi, j'ai quasi jamais vu de fréquence de métal avant, tu vois. Toi, tu voyais que tes potes ou... Ben, c'est ça, tu vois. Et t'avais les plus grands qui partaient à Paris. Tu vois, moi, j'ai des potes qui étaient allés voir Metallica avec Corrosion en 96. Ouais. Tu vois. Et même 96, moi, j'avais 17 ans, tu vois. 17 ans, mais mes parents, ils voulaient tu prends pas l'avion, tu vois. Tu vas pas à Marseille, dormir à Marseille, t'es pas majeur. Et donc, les autres sont allés, tu vois. Ouais. Et toi, le soir, t'es au bar et tu les maudis. Tu les maudis en disant qu'il va y avoir une couille, il va se passer un truc, c'est annulé, parce que c'est pas normal. C'est pas juste. Voilà. Et donc, voilà pourquoi le départ de là-bas, tu vois. Oui, très bien. La plaque sont restés, qui en plus, ben, pareil, on a un niveau de ouf au final, tu vois. Et qui sont jamais partis, qui du coup, n'ont pas fait. Alors, je dis pas que j'ai fait beaucoup de choses, tu vois, mais moi, je me suis épanoui musicalement, tu vois. J'ai sorti des albums, j'ai plusieurs groupes, j'ai fait pas mal de tournées, j'ai commencé un peu à tourner à l'étranger aussi. C'est tout qui me paraissait des rêves de gamin, au final, tu vois. Bah oui, mais... J'ai joué dans deux Hellfest. Oui. J'aimerais faire beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal. Je me dis. C'est plus qu'honorable. C'est plus qu'honorable. Ah, ouais. On va se dire ça comme ça. Un pic 12 sur 20. Jamais mettre des notes. Ok. Donc là, on va revenir sur la Corse. Vu que si vous avez suivi, à un moment, tu étais dans Ailes et tu as parlé d'un retour en Corse pour un projet. T'as quitté Ailes pour faire un certain projet et ça te ramène en Corse. Ça ramène en Corse, oui. On est je pense, je me souviens plus trop, je pense que c'est 2006. Bah ouais, en fait, j'ai quitté Ailes juste avant l'enregistrement du deuxième album. Et en fait, c'est pour... comment dire ça simplement? C'était pour un projet... à l'époque, c'était le projet de ma vie, je pense. Projet de cœur. Ouais, mais bon, même le projet de ma vie. C'est-à-dire que j'ai vraiment cru... D'accord. C'était si tu veux, en Corse, il y a un guitariste... Enfin, il y a toujours, hein. Je parle de Yabé, c'est l'époque où j'étais jeune. Oui. Nico, qui je pense même si c'est du coup inconnu, un des plus grands gratteux, je pense, qu'il y a en France. Il avait un groupe, il apprenait du Pantera, il apprenait du Metallica, et il faisait tout à la perfection avec un feeling incroyable, vraiment incroyable. Et enfin, voilà, super zikos, et on n'avait jamais pu jouer ensemble. Et en 2002-2003, tous les ans ou 12 ans, je rentrais en Corse voir mes parents 10 jours pendant l'été. Et là, il me présente un gamin de 20 ans qui s'appelle Anto, qui depuis maintenant est comme mon frère. Oui. Et qui dit, ouais, c'est un petit batteur. C'est un petit batteur à 18 ans, mais il avait déjà un groupe de death metal super speed. Et en fait, ce gamin était fan de Pantera, ce qu'il ne disait pas à tout le monde. Enfin, il disait pas à tout le monde. Les copains de son âge, du coup, c'était l'époque d'après. Donc, ouais. Et donc, il me dit, viens, on va buffer avec lui, ça te dit, t'es là 10 jours, et on s'est mis à buffer ensemble, et c'était le coup de foudre. Ouais. Et vraiment le coup de foudre de fou, quoi. Et donc, tous les ans, je revenais, on buffait. J'ai encore les cassettes chez moi audio, des enregistrements live où on faisait des. Voilà, tout le monde peut dire que j'exagère, mais on faisait des morceaux quasi entiers en buffant, en fait. D'accord. Il y avait juste à apprendre à découper le truc. Il y avait des couplets de refrains, je sais pas pourquoi, mais de basse batterie, on était collés entre les riffs de l'autre, on se montrait rien avant. Il y avait une magie, comme tu peux avoir dans ta vie plusieurs fois avec Zikos, tu vois. Là, la magie à 3, elle était incroyable. Il y a un gars qui me disait c'est de la télépathie. C'est-à-dire tu sais ce que va jouer l'autre tout de suite ça se fait directement. Il y a pas de... Et ça, souvent, tu peux l'avoir au bout d'un certain temps. Avec The Advisor, j'avais ça avec Xav. Je dis j'avais parce que Xav a arrêté le groupe il y a 7-8 mois. Et on a joué au final 11 ans ensemble. Et très vite, on a eu ce truc-là, nous, de même pas se regarder, même quand on composait, tu savais ce qu'il allait... Je savais ce qu'il allait faire, il savait ce que j'allais faire. Et sur scène, du coup, dès que Hall partait en solo, on faisait rien comme d'album, on se laissait aller, et ça marchait tout le temps. Tu vois, un peu là, moi je vous dis, moi j'aimais faire ça, le côté un peu Deep Purple de l'époque. Partir en impro, les jams, et exemple, on a ce truc-là. Et sauf que là, du coup, à cette époque-là, c'était
Et ça a été direct et sans se connaître. Et donc, il y a eu un truc qui s'est passé. Et donc, ce truc-là, sur les 2-3 années qu'on suivi, j'arrêtais pas d'y penser, dans un coin de ma tête, tu vois, dire, c'est vraiment bien ce qu'on fait. Du coup, Anto, au bout de 2 ans, vient à Montpellier, habiter, parce que sa copine de l'époque est venue faire ses études ici. Oui. Donc, on dit, il faut que l'autre y vienne aussi, tu vois. Ce sera plus simple. Lui n'a pas voulu venir. Il dit, venez, moi je suis à fond. Et donc, on quitte tout. Avec Anto, on quitte tout. Moi, je quitte mon boulot et Ailes, du coup. Pour ce projet-là, Anto part, quitte son boulot aussi. Indirectement, sa chérie aussi, vu que le fait de partir, la distance, ça fait que c'est pas loin, c'est même parti non plus. Donc, ça s'est arrêté au bout d'un moment. Et donc, on est rentré avec le projet de se donner 2 ans et de partir aux États-Unis. Et de tenter le coup, le rêve américain. D'accord. Parce qu'on rêvait depuis petit d'essayer vraiment, et on s'est dit, on le fait, quoi. On compose 7-8 morceaux, on se fait un gros truc, on travaille à fond à côté, on sert de l'argent, on se prend un visa d'1 an, et on part à Nouvelle-Orléans, et si on voulait vraiment aller là-bas. Et tester notre chance, tu vois, tenter notre chance sur une année, y aller à fond, tu vois. Et à l'époque, du coup, il y avait MySpace qui était apparu. Et donc, sur MySpace, on a fait des vidéos de reprises de Pantera sans chant, du coup. Parce que, du coup, on voulait chercher un chanteur là-bas. Ouais. Et on avait des centaines de réponses de gens, et surtout des Américains qui trouvaient ça incroyable. Et donc, nous, on se disait, mais il faut vraiment le faire, ce truc-là, tu vois. Et donc, on a fait ça. Pendant 2 ans, on a bossé, on a eu 7-8 compos, on a fait des concerts à Ajaccio, forcément, pas le choix. Oui. Mais du coup, instrumental aussi, tu vois, sans chant, on faisait des reprises de 2-3 reprises de Pantera et des compos à nous, et c'était la folie, quoi. Les bar étaient bien tout le temps, mais ça a foiré. J'aime pas raconter l'histoire. Il y a eu des incompréhensions, on dira. Ça arrive. Ça arrive. Et moi, du coup, j'en ai eu marre d'attendre quelque chose qui n'arriverait pas. Et donc, je suis reparti au bout d'1 an et demi, du jour au lendemain. Tout s'est tombé. Je suis reparti. J'ai dû dire au revoir à mes parents. Enfin, au revoir. Je pars pas loin, mais. Oui. Et à Anto, du coup. Après, vous faites le lien. Voilà. On ne dira rien. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, je suis rentré en me disant, tu l'as même pas fait. Donc, c'était une grosse déception. Vraiment une grosse déception. Mais en même temps, même si on n'est pas allé au bout, enfin, même pas allé au bout, on a à peu fait le début. Mais au moins, j'ai au moins amorcé ça. T'as donné une chance à ton rêve. J'ai donné une chance ce truc-là. Et je sais que j'ai toujours ces morceaux chez moi. Et j'ai écouté par hasard il y a 3 jours. Je suis retombé, en fait, je suis rentré en Corse il y a 10 jours avec ma chérie et ses petits. On est passé chez mes parents et j'ai retrouvé une lettre que j'avais envoyée chez moi avec le CD, avec les morceaux dedans. Parce qu'à l'époque. Pour te protéger. Parce qu'à l'époque, la SACEM, il fallait absolument avoir fait 3 concerts. Ouais. Il y avait plein de conditions qui faisaient qu'on ne pouvait pas. Donc c'est la petite astuce qu'on faisait, c'est tu t'envoies à toi-même le CD en recommandé avec accusé de réception. C'est ça. Et tu ne l'ouvres pas surtout. Et si un jour tu entends ta musique ailleurs, là tu l'ouvres et tu as le cachet avec la date. Et tu peux prouver que c'était antérieur. Voilà. Et là du coup, je retrouve cette lettre que j'avais pas revue depuis. Pourtant, je fais souvent, je vais encore, je vais chez mes parents. Je retourne dessus par hasard, je vois une lettre, qu'est-ce que c'est? Et je l'ouvre et je vois ce CD. Et donc j'ai écouté il y a 2 jours chez moi. Et je change pas d'avis, c'est monstrueux, c'était monstrueux. Ouais. Mais voilà, c'est la vie, c'est une expérience et derrière il y a une superbe chose derrière, tu vois. Donc voilà, c'est pas de regret, on l'a fait. Et voilà quoi, tu vois, je suis rentré, derrière j'ai directement eu Mud 4 mois après être parti de là-bas, tu vois. D'abord j'ai un peu voyagé. Oui. Et après j'ai eu Mud derrière, après tout a enchaîné derrière, il y a eu Verdun qui est arrivé, tout s'est fait naturellement, et avec les Hellfest derrière, Dr. Livingstone, qui font que ça va, c'est cool. C'est pas cool, c'est énorme. C'est énorme. Et j'ai tourné en Russie, et puis voilà, et puis j'espère plein d'autres trucs bientôt encore, tu vois. Du coup, on va parler de Verdun quand même.
Oui, carrément. Donc Verdun, c'est encore une histoire entre potes. Tout à fait, c'est à la base, du coup, c'est Géraud, Dadou et Flobir qui ont décidé de monter ce groupe de Doom. Là, on est en 2010-2011, je crois. Et on traînait ensemble, en fait. C'était la nouvelle bande à Montpellier, en fait. J'étais parti pendant 3 ans. Forcément, les gens bougent. Oui. C'était la nouvelle bande de potes que j'avais sur Montpellier, de Zikos, avec quelques anciens, mais c'était les nouveaux. Et ils montent ça, et moi, j'étais coloc avec Dadou à l'époque. Donc, j'ai beaucoup suivi l'évolution de Verdun. Moi, à côté, j'avais Under the Sun, un groupe que j'ai monté, qui a fait juste un EP. On faisait à la base du sludge, on a fini en post-hardcore. Je suis très fan de Neurosis, je voulais au moins faire un peu ça. Oui. Et en fait, ça a été, je pense, ce groupe-là était le lien qui fait que je me suis rapproché d'eux. Et en fait, dès 2012, j'avais vraiment envie de rejoindre le groupe, mais sans non plus enlever quelqu'un de groupe, tu vois, c'est tous mes amis dedans. J'ai eu l'occasion de jouer à la basse avec eux en remplaçant de Flobir, qui s'était pété la main en 2012. Je suis parti 10 fois quand on tournait. C'était extraordinaire. En fait, on a fait France-Belgique. C'était vraiment très très bon. Et en 2014, Chris, a des deux gratteux, du coup, le groupe. Et il vient de me voir directement. Alors que moi, j'aurais fait. Ouais. Mais t'as même pas eu le temps. J'aurais sauté dessus, mais. T'as même pas eu le temps d'y réfléchir qu'ils sont mais venus te je pense proposer. qu'on le savait, en fait, que ça allait être ça. Enfin, si ça arrivait, ça aurait été. C'était évident. Donc, voilà, c'était une évidence. C'est comme nous, Mudvisor, c'était Hall qui a remplacé Saïd. On se connaissait tous que ça paraît logique, en fait. Ouais. Et donc voilà, je suis arrivé dans le groupe, ils étaient en pleine composition du premier album. Ils ont été presque à la moitié, et donc j'ai composé la deuxième moitié avec eux. Et à la guitare, t'es passé. Là, du coup, c'est la guitare. Parce que Flobir est bassiste et il est un membre fondateur et il est compositeur aussi. Compositeur, ouais. Oui, bon, en fait, l'histoire de la guitare, vu que j'étais à la base, comme tout à l'heure, on n'a pas fait le lien. Moi, j'ai repris vraiment la guitare pour Under the Sun. Oui. C'est à la base, je fais un crochet de 2 secondes vite fait. Under the Sun, à la base, c'était un projet que j'avais avec Saïd, qui du coup avait Mud. Et quand je suis rentré dans le Mud avec lui, il voulait faire quand même un truc un peu bourrin à côté. Et moi, étant fan d'Anecdote, j'ai dit, on peut se faire un truc un peu sludge dégueulasse. Et ultra chaud, j'ai dit, par contre, moi, je vais faire la guitare, ça, tu vois, histoire de changer un peu. Et donc, je me suis remis à la gratte. Pour de vrai, on dira, tu vois, pas jusqu'à gratouiller chez moi, faire un groupe et des concerts. Et c'est que on a eu marre de faire ça. Il voulait qu'on soit quelqu'un mode. Et moi, du coup, j'ai décidé si ça y part, moi, en fait, j'ai changé quasiment toute l'équipe. Et j'ai dit, en fait, je peux faire le chant en même temps que la guitare et je vais prendre d'autres personnes. J'ai gardé que Polo à la batterie. Le batteur qui s'appelle Polo, les gens qui s'appellent Polo. Et là, du coup, j'ai dit, moi, là, je veux faire un projet, même si c'est qu'un album, je veux faire mon album de post-hardcore. Du coup, un peu la Neurosis dans le sens des morceaux longs, épiques et sortir tout ce que j'ai en moi, tu vois. Oui. Plus personnel, quoi. Voilà. Et donc, je me suis remis à la guitare, d'où le fait après dans Verdun d'être arrivé à la guitare, tu vois. Alors, Under the Sun, juste vu que tu as ouvert une parenthèse intéressante, ça se trouve sur Bandcamp, ça se trouve sur Bandcamp et sur YouTube. Ok. Ouais, on a une page Facebook, mais que j'ai arrêtée il y a très longtemps, vu que le groupe n'existe plus. Mais oui, ça se trouve sur Bandcamp. Ok, très bien. Donc, pour ceux que ça intéresse d'écouter Jay dans un registre sludge, post-metal, post-hardcore, allez-y. Et entendre ma voix criarde. Extraordinaire. Tu es plutôt Scott Kelly ou Steve Van Til? Je parle pas des personnages, des personnalités, parce que bien sûr, l'autre c'est un gogol. C'est une évidence. Non, mais musicalement, j'ai toujours eu du mal dans Neurosis à différencier les deux. Au niveau des compositions, je t'avoue. Mais je pense que je suis plus Steve Van Til. Alors déjà au niveau de la voix, alors moi j'ai connu la voix chantée, la voix hurlée, Scott Kelly a un truc quand même, plus primaire, qui est, c'est habité, peut-être cool, voilà, on n'en parle pas. Mais non, moi, en fait j'arrivais pas à dissocier les deux. Pour moi c'était les deux ensemble. C'était parce que je crois pas que ça prendra un jour. Mais moi c'était vraiment 50-50 et Scott Kelly, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui au Black Sheep où je travaillais avant sur Montpellier il y a 4 ou 5 ans. J'ai ouvert pour lui comme un projet Crow, comme je disais au début.
J'étais seul à la guitare et pour l'histoire, j'ai ramené mon batteur d'époque, Gord Santo, à la basse, alors qu'il n'en joue pas, juste pour qu'il puisse jouer avec moi en regardant Scott Kelly. Génial. Il faisait juste les premières notes de chaque. Et il disait, je veux jouer avec Scott Kelly de Neurosis. Et on passait la soirée avec eux. Enfin, super souvenir, tu vois, d'avoir ouvert pour. Même si au final, c'est un. C'est un con. Voilà, j'allais dire un fils de machin, mais bon. Ouais, bon. Rien, mais... Et donc voilà. Et donc voilà, donc oui, du coup, la guitare et donc Verdun. Et après, ça s'est enchaîné en fait. Premier album, tournée. On est parti Portugal, Espagne, on a fait la France pas mal, Hellfest. Et deuxième album en 2019. Je me suis retrouvé seul à la guitare un an avant. Pas trop de stress à ce moment-là? De te retrouver tout seul à la gratte? Ben, pareil, tu vois, c'est quand Mathieu est parti, lui en fait était le côté soliste du groupe. Moi j'ai vraiment la rythmique et quand il est parti, on s'est dit, est-ce qu'on va chercher quelqu'un? Ouais, c'est quoi? Parce qu'on fait pas. Alors, je parle du côté instrument, à trois. Oui. On faire un quatuor. Et parce que quand Mathieu est parti, il me disait. En fait, il disait, moi, déjà, lui, il avait plus trop le temps de faire ça. Sa femme était accouchée de deux jumelles. Il disait, même musicalement, il disait, vous avez un truc tous les trois, je sens qu'il y a un truc qui s'est créé. Et moi, je suis pas dans ce. Alors, pas qu'il est pas dedans, mais musicalement, ça l'intéressait moins. Ouais. Et prendre tous les trois, on sent qu'il y a un truc que vous comprenez, et du coup, c'est plus du doom classique, c'est plus du, c'est assez spécial. Il dit, moi, du coup, c'est un peu moins ma cam, j'ai pas le temps. Et on s'est dit, bah, en fait, comme même lui l'a dit, et on va dire, on va pas s'embêter à chercher quelqu'un pendant 3 ans, on sait le faire à 3 musicalement, tu vois, avec des gens plus au chant, et du coup, j'ai bossé de manière à pouvoir jouer ce que j'entendais. Donc, essayer de faire des mélodies en même temps que mes accords. C'est rien d'ultra technique, mais c'est de réapprendre ta manière de jouer en fait, de faire des notes en même temps que ta rythmique. Tu n'utilises pas 2 amplis différents? Alors, maintenant j'ai ça maintenant, mais ça ne me sert pas à jouer en stéréo. C'est juste pour vraiment pour avoir plus d'ampleur et deux sons différents, mais pas pour jouer des trucs différents. J'ai pas de loops par exemple. Oui. Je crée pas de parties différentes, je joue vraiment la même chose. Je ne veux pas ouvrir partir là-dedans. On veut vraiment aussi que ça, vu qu'on est en quatuor, on veut que ce soit quand même brut au final, tu vois. Et sur l'album, je mets quelques lignes en plus de guitare, mais c'est vraiment de l'arrangement au final. Oui. Tu vois. C'est pas du solo quoi. Voilà, on voulait vraiment retrouver ce truc-là organique, créer ça et en gardant tout ce côté comme heavy. Et donc non, au contraire, ça a été pas une peur, un défi. J'ai adoré. Du coup, pour l'album, j'ai bossé pendant 2 ans comme un connard. Pour te réinventer. Et surtout bosser vraiment, tu vois, parce que là, du coup, t'es plus, quand t'as 2 guitares, j'étais pas hyper fort à l'époque, quand même. Je grattais, hein, mais là, pour moi, t'es seul, mec, maintenant, tu vois, c'est toi qui tapisse, eh oui. qui tapisse devant, tu vois, t'as les 2 autres derrière qui tiennent la rythmique, mais devant, c'est toi qui mets les couleurs un peu chant, donc, là, faut plus te planter, faut y aller, tu vois. Et du coup, au contraire, moi, ça m'a excité, tu vois, le côté, ben, maintenant on y va, on pose des pains sur la table et on envoie du bois comme Parfait. Parfait. Et donc du coup là on est parti là-dedans et écoute, on se régale, hein, donc on est en train de composer un nouvel album. On a sorti un split pendant le Covid, en sortie de Covid avec les Américains j'ai oublié leur nom, je suis nul. À force de parler, tu vois, tu as perdu tes mots. Ouais. Et là on prépare le nouvel album j'espère, enfin c'est même sûr, je pense que ça sortira en fin d'année prochaine, en 2024. Super. Toujours chez Cyril Gachet, on reste chez le... Et vous êtes chez Head Records, non? Non. Les 2 derniers, on les a sortis chez Fautriner. Ok. Chez Mathias. Ouais. Et avec souvent 2-3 petits labels à côté aussi, pour aider la sortie, pareil, hein, ça coûte cher les vinyles. Oui. Et le prochain, on verra, ça dépendra on verra avec Mathias à ce moment-là, si ça l'intéresse. Ça ne m'intéresse pas, on écrira d'autres labels aussi. On n'est pas fermé et on espère aussi avoir un label aux États-Unis. Bah, carrément. Tout ça, quoi. Donc, tout le malheur que je vous souhaite. Mais on espère aussi. Ok. Et du coup, quels sont tes projets futurs? Parce que j'imagine que tu vas pas te limiter à 2 groupes.
Les projets, donc, déjà, du coup, il y avait le prochain Mud, forcément, le prochain Verdun aussi, qui sont en cours de composition. Et j'ai également rejoint le groupe Ara il y a un peu plus d'un an avec Flo de Verdun, donc lui à la basse et moi à la guitare. À la basse, c'est un duo batterie guitare chant. Ils ont fait un album et un EP, deux EP pardon. Et donc voilà, donc nous partons sur une formule à 4. On a déjà fait 3-4 concerts dans Montpellier. Et deux titres enregistrés à 2 que du coup nous avons rejoué à 4, enregistrés en live au studio chez Hall, dont on a parlé tout à l'heure. Et à côté, comme je disais au début, il y a Crow. J'ai bientôt le premier album qui est prêt depuis le confinement. Et depuis 2-3 ans, je me suis mis à la musique à l'image. Mhm. Et j'ai fait 3 courts-métrages qui ont commencé justement au Covid pour un pote qui travaille dans le cinéma sur Montpellier. Et là, du coup, depuis le début d'année, je suis sur la musique du film de Bilal, que les gens ne connaissent peut-être pas, mais que toi tu connais pour le coup. Oui, j'ai commencé un petit peu à en parler dans les épisodes précédents, hein, donc c'est mon meilleur ami, en tout cas parmi mes plus vieux amis, et surtout son projet me parle vu il a pour sujet notre bande d'amis, hein, et surtout sa vie à lui, mais on est concerné avec notre jeunesse de métalleux en Algérie pendant une décennie de troubles. Voilà, donc Bilal, forcément, son film, on va en parler. On en a déjà parlé, mais on va pas s'arrêter là. Oui, donc là, je suis préposé à la musique qui est vite composée depuis 4-5 jours et que je vais les mixer demain. Parfait. Petit scoop. Et donc voilà, et à côté, je suis sur mon premier long métrage d'un film d'horreur, pareil, qui fait une vieille connaissance à moi, que j'ai pas vu depuis un petit moment, qui traîne dans le milieu du cinéma, on dirait underground de Montpellier depuis 20 ans, depuis 25 ans que je suis là. Toute une clique que je connais et je mets enfin un pied là-dedans. Si je pensais pas un jour faire musique de film, mais au final, grâce à ces petits courts-métrages, il est tombé dessus et c'est son premier long à lui. Et donc on est dessus. Donc, le premier pas, voilà, en plus, film d'horreur, c'est génial. Donc, je peux m'attaquer aux petits thèmes des années 80, comme on aimait. À la Carpenter. À la Carpenter, avec des violons en plus, beaucoup de piano, de synthé et du métal. Mm-hmm. Par chance pour moi, c'est un métalleux aussi. Bah, parfait. Donc, j'ai eu recours à mes envies de métal. Donc, j'espère que ça sortira d'ici l'an prochain. On en est. Lui, il a bientôt fini déjà le côté image. Et moi, pareil, je pense mixer tout ça d'ici un mois ou deux. Donc, j'espère que ça sortira d'ici l'an prochain en festoche et peut-être dans les salles. Donc, t'es ouvert à d'autres propositions dans ce genre? Je suis ouvert à toute proposition cinématographique. Oui, j'ai eu un coup de cœur. Du coup, comme je dis, je pensais pas faire ça du tout un jour. C'est arrivé un peu par hasard. Une demande d'un pote il y a maintenant 4 ans. Ouais. Et petit à petit, j'ai fait des 3 petits courts-métrages comme ça de 3 minutes. Et ce premier long-métrage, du coup, c'est 2. Parce que même le film de Bilal aussi, c'est un exercice complètement différent. Et je suis tombé amoureux de ça aussi, en fait. Tu racontes une histoire. Et oui, le travail avec une image, c'est assez incroyable quand même. C'est totalement différent. Et du coup, j'aime bien avoir ces 2 entités. Mm-hmm. En face de moi, tu vois, le côté composé avec un groupe et le composé devant des images. Te laisser inspirer par les images. Ouais, et pour moi, dans mon schéma de vie, les 2 se complètent vraiment. Mm-hmm. Donc oui, c'est partie des nouveaux projets. Donc on va être bien occupés, mais. Bah, c'est ce qu'il faut. Il faut être occupé. Oui, carrément. Et t'es plutôt fan de quel genre de cinéma? Ou est-ce que tu es très ouvert? Je suis revenu, je suis pas mal revenu à la science-fiction depuis 7-8 ans quand même. Mm-hmm. Je pense Interstellar a quand même un petit peu joué dessus, comme pour beaucoup de gens. Mm-hmm. J'étais grave fan de ça quand j'étais petit. Et non, après Ça ne m'étonne pas, hein, on est quand même
sur les mêmes. Ah ben oui, oui, on a oui, des goûts communs là. Ben oui, carrément. ben, quand on a grandi dans les années 80, 90, on peut que aimer la SF, les films d'action. C'est ça. Donc oui, moi à la base, je veux dire, moi j'ai pas le genre de cinéma. Je pense que c'est tout ce qu'est les 80 déjà forcément, parce que ça a marqué à vie. Donc oui, donc j'aime les films d'action. Alors ceux de maintenant moins, mais j'aime la SF, j'aime beaucoup les films de mafieux Oui. que j'ai découvert il y a 15 ans. J'ai eu beaucoup de retard dans le cinéma. J'ai raté tous les Scorsese, par exemple. Ah ouais. Et j'ai découvert le Scorsese il y a 15 ans par Bilal, du coup, justement, en rencontre Bilal de cinéma, qui m'a fait découvrir justement les Scorsese de Palma. Et pareil, gros coup de cœur aussi. Après, non, après, j'ai pas de style de cinéma défini. Si je dois un prédilection, oui, ce serait la SF, je pense quand même. Mhm. C'est vrai que j'aime beaucoup ce qui n'est pas imaginable en fait. Oui. Tu vois, ouais, surtout, pareil, on revient toujours pareil aux gamins. Quand t'es gamin, mais moi, les Aliens, Predator, moi, le fait qu'il y ait des aliens, qu'il faille aller les buter, et c'est cette peur de l'étranger, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Je me suis jamais remis des aliens, tu vois, par exemple. Ouais, bah oui. Et pareil, Predator, je l'ai revu il y a une semaine, Predator 1. Ouais, Ça m'a fait aussi mal que quand j'avais 9 ans. Moi, je regarde. Branler, Je regarde Predator une fois par an. Mm. C'est religieux. Et le 2 est très bien aussi. Oui, mais je vais me le refaire bientôt. Et là, tu vois, le 1, j'ai pêché pendant 20 ans, j'ai Ouais. pas regardé, mais du coup, j'ai une petite calotte derrière la nuque. Contact. Non, donc voilà, c'est tous ces Terminator. Bah oui, Oui, c'est lié, tu vois, c'est lié. Oui, tout est lié. Et c'est du coup, j'adore la SF, je suis de la SF, et oui, c'est peut-être ça mon cinéma préféré. Mais j'aime tous les styles, en fait. Mais voilà, avec toujours ce petit amour pour notre jeunesse. Et Noah Oui. Arnold et Sylvestre, que j'aime très très fort. Sly. Ah oui, c'est Rocky, c'est pareil. Ouais, bah, Quel est mon style de cinéma préféré? C'est Rocky Balboa. voilà. Non, je m'arrête à ça, Rocky. Bah écoute, Jay, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi, c'était très très chouette. Et puis, bah, on se refait ça à l'occasion, avec grand Quand plaisir. tu repasses à Montpellier, On se fait ça. pendant la plage, On va faire ça. Très bien. Allez, salut. Allez, salut, bye.